Diagonale, l'actualité internationale des échecs. Aujourd'hui avec deux nouveaux invités de ces derniers mois. Nicolas Giffard qui est déjà venu à notre émission. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Et Nicolas Lavallée. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nicolas, donc qui s'occupe du site La Tour Infernale. Tout à fait, très content de revenir bien avec vous ce soir. Voilà, Nicolas qui est aussi déjà venu plusieurs fois, vous avez pu le remarquer. Et on va passer tout de suite à notre première rubrique de la journée avec donc l'événement de la semaine, le fameux tournoi de Francfort. Voilà, l'événement de la semaine. Alors Nicolas, est-ce que tu as suivi ce fameux Giant avec tous les meilleurs joueurs du monde à Francfort? Oui, je l'ai suivi, j'ai regardé toutes les parties, mais le classement lui-même, j'ai pas trop regardé. Je me suis concentré sur comment jouait Chirov, par exemple, qui me plaît beaucoup, Kasparov, bien sûr. Alors Chirov, avec la particularité de finir son tournoi au Mexique, il est arrivé en cours. Ouais, c'était un gros handicap, parce que le décalage horaire. Mais je crois il a encore été fidèle à son style. Hein. Il a vraiment fait exploser l'échiquier, quelquefois avec des revers de fortune, mais c'était toujours spectaculaire. Il est coutumier, Chirov, comme ça, de gérer son calendrier de façon très curieuse, parce qu'à Linares aussi, je me rappelle, on était allé à Linares, et après la remise des prix, il devait partir le soir même, en fait, il ne pouvait pas rester pour la remise des prix, parce qu'il devait jouer en Bundesliga le lendemain. Enfin, il annule pas, c'est curieux quand même, qu'il ne se prépare pas absolument pour des événements. Je crois qu'avec Kasparov, Chirov, c'est peut-être le joueur le plus demandé par les organisateurs parce que bon, on sait comment il joue. Il est tellement extraordinaire à avoir joué que voilà, il est sollicité de partout et il essaye de répondre positivement partout et donc voilà, ça arrive. Il est surbooké. On s'en plaindra pas parce qu'il est venu au Sénat. Je crois qu'avec aussi le contentieux qu'il oppose en ce moment avec Kasparov-Kramnik, je pense qu'il voulait pas louper un événement comme celui-là. Bon là, il y avait Kasparov et Kramnik sur le même événement. Il voulait prouver peut-être quelque chose aussi. Ah, peut-être tu peux rappeler effectivement ce contentieux, Nicolas. C'est intéressant ça. Bah oui, et puis je pense que beaucoup de gens ont suivi ça. C'est vrai que bon, Kramnik, il y a eu un match qu'on a pu suivre sur le net entre Kramnik et Chirov. Chirov a explosé Kramnik sur l'échiquier. Et bon, c'est vrai que Chirov c'est la bête noire de Kramnik. Et donc, Chirov avait été, comment dire, le candidat pour le match du championnat du monde donc organisé entre Garry Kasparov et Chirov. Et puis, pour des raisons plus ou moins obscures de sponsoring, sans vouloir entrer trop dans le détail, le match n'a pas eu lieu et finalement, c'est Kramnik qui revient après le choix en fait d'Anand, qui lui a refusé par contre de jouer contre Kasparov. Donc Chirov, je pense, l'a eu un petit peu mauvaise. Ah oui, il s'est senti humilié par Kasparov, le fait que Kasparov ait refusé, enfin n'ait pas fait le match, et surtout lui ait donné un peu comme consolation un match un peu de série B, on va dire, contre Judith Polgar, ce qui était un peu, je vais dire, vis-à-vis de lui, c'était un peu humiliant, quoi. Lui, il s'estimait le challenger légitime de Kasparov. Et donc, effectivement, comme dit Nicolas, il est ultra motivé pour montrer que c'est lui c'est le joueur qui a le plus d'intérêt vis-à-vis d'un match. Le problème, c'est que c'est un joueur Chirov, qui est de bien meilleurs résultats en match qu'en tournoi, en fait. En tournoi, pour l'instant, sauf Sarajevo, où il a fait un tournoi fabuleux. C'est vrai. En match, il est extraordinaire. Il pulvérise ses adversaires. Judith Polgar, par exemple, il l'avait battu, je ne sais plus combien, 5,5 à 1,5 point. C'est ça. À une autre époque, Olivier Renet, qui était très très fort, qui avait battu Tal en match, il s'était fait écraser par Chirov aussi, sur un score monstrueux, parce que Chirov, nul, il connaît pas. On le met devant un échiquier, il faut qu'il gagne. Donc même s'il mène dans un match avec 3 ou 4 victoires d'avance, il va quand même continuer pour jouer tout simplement. Donc il y avait pas pour le score. Il y avait donc deux tournois à Francfort. Donc le Giant avec les 6 meilleurs joueurs du monde, donc Chirov, donc avec Kasparov, Kramnik, Anand, Chirov, Morozevich et Peter Leko, qui revenait d'ailleurs depuis Linares puisqu'il n'avait pas joué. Et donc le tournoi B, entre guillemets, donc où il y avait ce qu'ils appelaient le Masters, avec la suite du classement finalement, puisqu'on retrouvait Ivanchuk, Adams, Topalov, Bareyev, tous les meilleurs joueurs du monde étaient là. C'est clair. Alors on peut peut-être parler un petit peu de statistiques, si tu veux bien. C'est intéressant, je crois que tu as des informations. J'ai quelques petits résultats assez intéressants, notamment, d'un point de vue partie décisive, il y a eu 16 parties gagnées sur 30. 16 parties décisives. Vous vous rendez compte, c'est quand même exceptionnel sur un tournoi. Il faut noter quand même que c'est du jeu rapide, c'est 25 minutes, c'est pas du jeu lent. C'est sûr, mais rappelle-toi un petit peu ce que disait Capablanca au début du siècle. Bon, tu me diras, Nicolas, si je me trompe, mais bon, Capablanca disait, oui, on a atteint tel niveau qu'aujourd'hui, les parties se dirigent sensiblement vers la nulle. Oui, il disait ça avant de perdre contre Alekhine. Le jour où il a perdu contre Alekhine, il s'est rendu compte qu'il y avait du travail. Ce raisonnement n'était plus valable. Ouais. Alors, si on regarde un petit peu le classement, donc premier Anand qui gagne le tournoi avec 7,5 points, ce qui est quand même extraordinaire, 7,5 points sur 10.
on regarde un petit peu les 5 victoires, dont 5 victoires, 5 nuls, et 3 victoires blanches et 2 victoires noires, c'est quand même un super résultat, 7,5 points sur 10. Ouais. On peut regarder les joueurs contre qui il a gagné. Bon, il a fait 2-0 contre Morozevic, qui est quand même un joueur au style hyper dynamique, hyper tactique. Et il a fait 2-0 contre Chirov. Ah oui. Donc, oui. C'est impressionnant. Ouais, c'est très fort. Ouais. En semi-rapide, contre des tacticiens comme Chirov et Morozevic. Mais je crois que dans le parcours d'Anand, là, il fallait qu'il fasse un résultat comme ça parce que les temps derniers, eh bien, il était plutôt très décevant. Oui, d'ailleurs. Mais alors, est-ce que c'est pas aussi, encore une fois, quelque chose qui va décrédibiliser le match Kasparov-Kramnik, quoi, le fait que Anand gagne ce tournoi Non, parce que ça, c'est un tournoi de partie de 25 minutes. C'est quand même très différent. Et puis, je pense que Kramnik, en partie longue, ces derniers temps, était nettement supérieur à Anand. Et à Chirov, peut-être aussi. Enfin, à Chirov, moins, mais... En tout cas, Kramnik, effectivement, c'est actuellement, je pense, le challenger avec Chirov le plus dangereux. Enfin, si toutefois il y a un joueur qui puisse être dangereux pour Kasparov. En tout cas, il va se préparer. C'est un gros travailleur, Kramnik. Et c'est assez légitime, sportivement, qu'il joue contre Kasparov, si on oublie les promesses qu'il avait faites à Chirov, bien sûr. Mais d'un point de vue sportif, je pense que ça sera quand même un beau match. Alors le second, Kasparov, quand même, le King, donc une belle deuxième place. Mais il est loin derrière quand même, il a un point et demi de retard, c'est ça Il fait 6 points sur 9, 6 points sur 10, pardon, c'est carrément 1,5 point derrière Anand. C'est quand même extraordinaire. Je pense qu'il faut remonter à combien de temps avant de voir un résultat de Kasparov Déjà, une défaite de Kasparov, là il a perdu contre l'Echo, et puis une autre aussi, une seule défaite. Peter Leko a réussi à le battre. Ouais. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas perdu, Kasparov. Tout à fait, là, une victoire avec les Blancs et 2 avec les Noirs, c'est quand même un joueur qui est aussi... la dernière fois qu'il avait perdu, il gagne avec les Noirs. Je crois que c'était contre Piquet, il me semble, le tournoi sur Internet. Oui, sur Internet. Le Grand Prix Kasparov. C'était à distance, ils n'étaient pas devant un échiquier. C'était à distance, oui. Mais en fait, c'est quand même des parties longues. C'était à distance, en partie longue. Ouais. Alors troisième. Ouais, troisième alors. Kramnik, quand même. Donc, bon, quelque part, ça... Ex-aequo avec Kasparov? Alors, non. Il a 5,5? Il a 5 points. Ah, 5 points. Une victoire, une défaite et que des nuls derrière. Donc, bon, on peut dire qu'un petit peu le match entre Kasparov et Kramnik, quand même, est... Anand est premier, mais il ne veut pas faire le match. Donc on prend bien les deux qui suivent, Kasparov et Kramnik, il y a quand même une certaine légitimité derrière. Oui. Parce que Chirov, malheureusement, il est derrière Kramnik. Donc même si en match il est horrible, cette fois-ci, c'était pas ça, quoi. Donc Chirov, 4,5 points. Alors 4 victoires, 3 défaites, quand même quelque chose aussi. On voit un Kramnik qui fait une victoire, une défaite, 8 nuls, et Chirov, 4 victoires. Non, 4 défaites et 3 victoires, parce qu'il est sous la... Oui, c'est ça, exactement, oui. Et 3 nuls, pardon. Donc 2 victoires, effectivement, oui. Blanche une défaite de plus que de victoire. Voilà, c'est ça. Donc on retrouve le Chirov au style vraiment sans compromis. Quelqu'un qui est prêt à balancer une pièce sur l'échiquier, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très souvent, ça, sur les parties de Chirov. Il faut toujours qu'il sacrifie quelque chose. C'est son deal au départ, quoi. Exactement. Donc ensuite, on trouve l'Echo avec 3,5 points. Donc l'Echo qui a énormément souffert avec 6 défaites, 2 victoires seulement. Donc l'Echo qui a quand même gagné, alors c'est une particularité, il a gagné contre Kramnik et Kasparov. Oui, contre Kasparov d'ailleurs d'une manière assez étonnante. Kasparov, il est rentré dans une finale qui avait l'air de s'acheminer vers la nulle. C'est vrai. Et il n'a pas vu qu'il perdait une pièce à cause d'un clouage. Je ne sais pas si vous avez vu la position des parus sur Libération. Oui, tout à fait. Ouais. C'est tout bête, il n'a pas vu quelque chose d'assez simple. Oui, c'est vers la fin qu'il perd. Tout à fait. Et Morozevic, qui était pour une fois le client du tournoi, avec 6 défaites et une seule victoire. Donc ça, on n'est pas habitué à... Il prend des risques énormes. Je crois qu'il joue d'une façon très optimiste. C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Est-ce qu'il veut battre le style de Chirov, battre Chirov son propre jeu? Pour l'instant, je ne sais pas. Non, il a un jeu baroque qui est plus... Peut-être, il se défend moins, il attaque moins que Chirov, je veux dire. Mais c'est des ouvertures très douteuses qu'il joue, Morozevic, souvent. Par exemple, la dernière ronde, je crois, contre Kasparov, il se fait massacrer avec les Blancs en jouant un truc très marginal. D4, cavalier F6, fou G5, et puis
sur C5, il prend à C5. Je ne sais pas si vous avez vu cette partie. Avec Grand Rock des Blancs, il joue Grand Rock et il se fait massacrer en fait. Oui, il aime bien les débuts qui sortent un peu des sentiers battus. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire contre Garry Kasparov qui est monstrueux dans les ouvertures? Oui, pour en revenir aussi au jeu spectaculaire, Chirov, on dit que c'est lui qui sacrifie, mais contre Kasparov, avec les Noirs, je ne sais pas si vous avez vu cette partie, si vous l'avez analysée peut-être, Kasparov lui joue fou, prend G6. Vous avez vu cette partie? Non, sur le rock, merveilleux. À la Chirov en fait. Ouais. À la Chirov. Mais bon, avec Chirov, il se passe toujours quelque chose, c'est clair. Alors justement, je voudrais rebondir sur ce que tu nous dis, Nicolas. C'est vrai que quand on regarde un petit peu les parties Chirov-Kasparov, Chirov avec les Blancs en général fait nul, et avec les Noirs, il perd contre Kasparov. Aujourd'hui, il n'arrive pas. Avec les Noirs. Il passe pas. Et c'est vrai que continuons sur les statistiques, Nicolas, parce que je crois que tu as d'autres éléments intéressants. Tout d'abord, avant d'embrayer et de terminer sur les statistiques, le résultat entre Kramnik et Kasparov, encore une fois, match nul, que ce soit avec les Blancs ou avec les Noirs. Oui, il y a 3 victoires partout, je crois. C'est depuis plusieurs années maintenant, une vingtaine de nuls. Ils font que des parties nulles, d'une trentaine de coups en général. Je trouve ça quand même assez étrange. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Ils se battent vraiment, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils jouent très prudemment l'un contre l'autre, parce que dans leur répertoire d'ouverture, il n'y a pas de créneaux qui permettent une partie trop violente. Ils jouent. Quand Kasparov, par exemple, joue E4 et que Kramnik joue la sicilienne variante Svechnikov, c'est normalement violent, mais ils connaissent tellement bien tous les deux que souvent il y a une série d'échanges et ils arrivent dans une finale nulle. Avec des fous de couleurs opposées classiques. Alors qu'on a l'impression que cette ouverture va déchaîner. Donc le match va être intéressant parce que ça va être très serré. Voilà, il y a de telles préparations tellement loin que souvent ça s'éclaircit et en 5 minutes chacun débite ses coups théoriques et finalement on est frustré d'une partie. Parce que bon, il y a pas mal de gens, tu sais un peu comment ça se passe quand on a des résultats un petit peu qui sortent un petit peu de la moyenne. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble, que des nuls. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais bon, il y avait ce championnat du monde en l'air, donc pour préserver un peu Kramnik. En ce moment, effectivement, les deux, surtout Kramnik, est obligé de cacher un peu ce qu'il est en train de préparer. Alors Nicolas, finissons sur les statistiques, puisqu'on va après passer à la partie de la semaine. Alors j'ai effectivement d'autres résultats statistiques en ce qui concerne le nombre de coups moyens joués par partie par joueur. Donc ça c'est un résultat qui peut être intéressant, parce que ça peut permettre de savoir si quelqu'un a un style efficace, si par exemple il avait un bon résultat dans le tournoi, au vu du nombre de coups qu'il joue. Ou la combativité aussi. Ou de la combativité. Oui, alors, dans ce registre, vous mettriez qui en premier? Qui, d'après vous, fait le plus grand nombre de coups, fait le moins grand nombre de coups, en moyenne, sur ces parties? Moi, je dirais Morozevich, parce qu'il prend trop de risques. Il a dû perdre rapidement beaucoup de parties. Morozevich, c'est pas mal, mais il y a 2 personnes quand même avant lui. Il y a sur ce tournoi, il y a 2 personnes. Alors en premier, c'est, contre toute attente, c'est Kasparov. C'est Kasparov qui a visiblement été le plus efficace ou qui a dépensé le moins nombre de coups par partie. Donc il a dépensé en moyenne 36 coups par partie. Donc il a dû faire quelques nuls rapides quand même, non, dans le doigt. Alors il a pas tant fait, non. Pas tant que ça. Non, mais il est précis, quoi. En fait. Mais il est précis. Voilà, c'est-à-dire que je pense avec Kasparov, avec les Noirs, s'il est très bien préparé théoriquement. La personne, son adversaire avec les Blancs n'a pas trop envie d'entrer dans un débat théorique, sachant que Kasparov est bien préparé. Donc souvent, on arrive avec des nuls rapides, en fait, 25-30 coups, sans que ce soit des nuls de salon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, enfin, je pense, avec les parties. Alors allons-y rapidement pour la suite. Second, Anand. Oui, c'est pas encore Chirov. Donc ça veut dire que c'est les forts joueurs qui finalement font le moins nombre de coups. Exactement, voilà. Donc il y a un ratio qualité et nombre de coups qui est assez excellent avec Kasparov et Anand. Troisième, Morozevich. Donc là, peut-être que par contre, c'est la balance inverse. En quatrième, quand même, Chirov. Suivi de Kramnik et le dernier, donc Leko. Qui se bat le plus. Qui se bat le plus ou qui, voilà, peut-être qu'il... souvent, le fait de faire peu de coups dans une partie, ça veut dire que le joueur gère son tournoi de façon très sérieuse. C'est-à-dire qu'il fait des nuls de salon au moment où il faut. C'est en général ça que ça signifie, peu de coups. Mais là, c'est les parties de 25 minutes, c'est différent. Il y a moins de nuls de salon, effectivement, dans les parties de 25 minutes. Pour les joueurs, ils ont tendance à continuer, de toute façon, même si c'est complètement égal, ils jouent des coups. Donc je pense qu'un tournoi comme ça en partie longue, avec les mêmes joueurs, le même nombre de parties, elles seraient plus courtes, les parties.
Alors, est-ce que tu as d'autres statistiques à nous donner, Nicolas? J'en ai d'autres, mais le temps nous presse, donc Non, mais allons-y. C'est intéressant. Je propose de passer au Master, Ouais. parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire, et on reviendra sur les statistiques si on a un petit peu de temps après. Ouais. Donc les Masters ont été remportés cette année, à Francfort, par Michael Adams, qui a été assez monstrueux sur le tournoi, puisqu'il gagne avec donc 10 points et demi. Il a surtout le second nom avec un point derrière lui, qui est Ivanchuk. En fait, le leader, la plupart du temps, du Masters, c'était Ivanchuk. Il s'est fait rattraper et dépasser à la fin par Adams. Oui, il avait très bien démarré. Mais les 3/4 du tournoi, c'était Ivanchuk qui était seul en tête. Là, vous pouvez revoir l'émission qu'on a faite la semaine dernière. Donc, on était allé à Francfort avec un reportage spécial Francfort, avec une interview d'Ivanchuk, le soir du premier jour, où il avait fait un très très bon départ. Et on retrouve, il y a aussi une interview de Bariev, Adams, on retrouve aussi les conférences de presse avec Kramnik, Anand et tout le monde. Ça, c'est la semaine dernière. Adams confirme une période extraordinaire pour lui, là, depuis quelques mois. Mais il a gagné Bordeaux. Il a gagné Bordeaux. En Sarajevo, il a fait Un super tournoi. Ouais. deuxième, juste Sans perdre un une demi-point derrière Kasparov. Sans perdre une partie, voilà, je crois, avec ouais. 2 points d'avance sur les autres. Ouais. Je ne sais plus quel autre résultat il a fait. Il a gagné un tournoi en Angleterre, le Red Bus, là, un tournament vraiment impérial. Oui, je crois qu'il est en super forme, ouais, tout à fait. Mais Adams, c'est remarquablement fort. Faut se rappeler que ça fait les 2 championnats du monde FIDE qu'il a fait. Il est allé très loin. Il est allé très loin, parce qu'il est allé en finale la première année. Contre Anand, oui. Et là, il est en demi-finale. En finale Donc, de Challenger, et là, il était allé jusqu'en demi-finale contre Akopian. Il avait perdu. Oui, exactement, tout à fait. À Donc Las il Vegas. est extrêmement affûté. J'ai l'impression qu'Ivanchuk, en ce moment, est en train de faire un forcing assez Ivanchuk impressionnant. aussi a gagné à Lvov juste le mois dernier. Récemment. Il a également eu un tournoi de très haut niveau, il n'y a pas très longtemps, où il avait très mal débuté, et puis il s'était ressaisi en milieu de tournoi, tu te souviens peut-être Stéphane, et il avait fini très fort et bon, pour obtenir la 2e place. Je me souviens plus le nom du tournoi, mais ça m'avait marqué il y a de ça 3 mois. Adams Ivanchuk. Ouais. Non, je me rappelle pas. On l'avait un petit peu surnommé le guerrier, en fait, le gladiateur. Ivanchuk, Quelqu'un qui a du mordant et qui il est terrible, c'est un des joueurs d'ailleurs contre qui Kasparov a le moins bon score aussi. Hein. Je crois qu'il a du mal contre Ivanchuk. Et puis surtout, il a beaucoup d'idées. Il est très créatif. Sur chaque ouverture, il a sa nouveauté théorique. Alors on va passer. Alors, je te coupe tout de suite, Nicolas. On reviendra peut-être pendant la partie. On va passer tout de suite à la partie de la semaine. Voilà, si on peut l'envoyer. Alors voilà, donc on arrive à cette partie fameuse entre Morozevich et Anand. Alors justement, on va retrouver dans cette partie ce que tu disais, Nicolas, c'est intéressant de cette partie pour ça, c'est le fait que Morozevich est un joueur qui va beaucoup de l'avant et un peu qui regarde pas trop ce qui se passe, quoi. Hein. Il est extrêmement agressif, il joue Gambit du Roi. Je me rappelle à Moscou en 95, au tournoi des Kremlin Stars, là, organisé par la PCA. Il avait joué un Gambit du Roi contre Anand, d'où tout le monde rigolait dans la salle en se disant mais ça tient pas la route, c'est un Gambit du Roi à ce niveau-là. Surtout avec la variante Fou C4 au 2e coup, on laisse faire échec par la Dame Noire, le Roi Blanc dès le début est obligé de perdre le droit au roc. Et en fait, il avait sorti une partie extraordinaire, il avait massacré Anand et il avait donc éliminé Anand, c'était à élimination directe. Donc Gambit du Roi, après quand on voit son répertoire, il jouait la défense Chigorine contre le pion dame, que des ouvertures, un peu des pièces de musée ou des pièces de musée, ouais, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il avait joué un Gambit Evans également à Sarajevo. Oui, peut-être bien. Il avait joué un Gambit Evans contre Bacro, contre Étienne Bacro, et il avait fait résultat nul. Je me souviens de cette partie très bien, oui. Étienne s'était admirablement bien défendu dans une position difficile, il avait quand même pris l'ascendant. Et finalement, résultat nul. Oui, c'est un joueur atypique. Disons, chez les jeunes Russes, il y en a beaucoup qui jouent de la même façon. La Slave, très solide, avec les Noirs. Avec les Blancs, je pense à Bareyev, Dreyev, Kramnik même un peu. C'est un peu tous le même style, très alors, solide. On va voir tout de suite. Il est atypique. On va voir tout de suite, alors justement, comment Morozevich, l'atypique, va jouer contre Anand, donc le vainqueur finalement du tournoi de Francfort. Donc il démarre classiquement, ce sont une ouverture probablement la plus jouée. Morozevich, E2, E4. Il joue E4. C5 d'Aparnan, on rentre dans une sicilienne. Cavalier F3, cavalier C6, des coups normaux de développement, on sort les cavaliers. Et là, tout de suite, ça y est, Morozevich rentre dans une variante secondaire avec le coup fou B5. Effectivement, il est rare que Morozevich pousse le pion de la dame, là, D4 à ce moment-là, parce que ça rentre dans les lignes connues. Et lui, Morozevich joue des petits systèmes
un peu désuet souvent. C'était Adams aussi, je crois, qui jouait des petits systèmes comme ça, des siciliennes fermées ou louvoyantes. Adams, c'est pareil. Contre la sicilienne, il refuse les grandes lignes la plupart du temps. Alors l'idée de ce coup fou B5, c'est probablement C'est l'attaque Rossolimo. de contrôler les cases noires au centre pour les blancs, puisque le fou fait une pression sur le cavalier qui lui-même contrôle ses cases. Est-ce que cette ouverture jouit d'une bonne réputation ? Oui, bien sûr. Oui, une bonne réputation, surtout de solidité. Les Blancs ne prennent pas trop de risques. Évidemment, ils diminuent peut-être leurs chances de gain statistiquement. Mais c'est, disons, confortable à jouer avec les Blancs. Surtout après que les Blancs doublent les pions noirs en C6 en prenant fou, prend cavalier. Souvent, ils bloquent le jeu après et ils ont une position confortable à jouer. C'est une ouverture qu'on pourrait conseiller à celui qui n'aime pas trop les débats théoriques ou oui, mais il faut aimer les jeux fermés. Souvent, ça donne un milieu de partie assez fermé. Donc, si on aime la violence, si on aime avoir du jeu pour les pièces, il vaut mieux ouvrir le jeu. Alors, Anand continue avec la suite recommandée, je crois, puisque c'est le coup G7, G6. Les blancs attaquent les cases noires, donc les noirs contre-attaquent, vont mettre le hors-fou sur la case G7 pour contrôler la grande diagonale ici. Ils ne veulent pas lâcher les cases noires au centre. Oui, l'autre coup possible, c'est E7, E6 pour relayer le cavalier C6 par l'autre cavalier. Donc l'autre coup possible ici, E7, E6, le pion devant le roi, pour que le cavalier G8 puisse sauter sur cette case. Voilà, beaucoup de flèches. On va passer à la suite des coups. Donc rock rapide du côté blanc, donc ça c'est parfait au niveau développement, Nicolas. Oui, alors il y a Fischer contre Spassky au match revanche 92. Là. Je pense que tout le monde se rappelle cette partie. Il avait tout de suite pris le cavalier. Fou prend C6. C'était la première partie du match retour de Fischer en fait. Ouais, le fameux retour en 92. Le retour des fantômes. On ne savait plus où il était. Il avait pris tout de suite en C6. Mais le coup petit rock, c'est le coup normal de la théorie. Oui. Vous prenez tout de suite en C6 avec les mêmes idées que derrière l'espagnol, variante d'échange ou Non, pas exactement, parce que Spassky, par exemple, avait repris du pion B7. Donc c'est pas... Pour emmener un pion vers le centre. Alors fou G7 de la part d'Anand. Et là, on voit encore que ça lutte pour les cases noires, puisque les blancs jouent le coup C2, C3, avec l'idée de contrôler la case D4 ici, et de jouer le coup D2, D4 pour envahir le centre. C'est un coup qui est contre le fou G7. Oui, alors ça c'est la vieille façon de jouer cette variante. On joue comme joué par Morozevich, encore une fois, donc la recherche des vieilles lignes. Parce que la plupart des joueurs maintenant, comme Anand par exemple avec les blancs ou Ivanchuk, il prend le cavalier à C6. Il y a toujours cette prise possible du cavalier ici. Suivi du blocage par D3. Il ne joue pas à C3. Il y a eu pas mal de parties de Ivanchuk avec les blancs ou d'autres joueurs comme Adams aussi avec les blancs a joué ça assez souvent. Mais de jouer comme ça C3 pour pousser les 4, c'est l'ancienne façon. Je me souviens d'une partie Ivanchuk-Kasparov. Il n'y avait pas un cavalier en C6, mais il avait fait fou B5 échec dans une sicilienne magnifique où il avait gagné contre Kasparov. Mais ça, c'était une sicilienne ouverte qui ensuite avait donné lieu à cet échange. Mais ça n'avait pas commencé par une attaque Rossolimo. Alors ensuite, coup logique d'Anand, encore une fois, on sort une pièce cavalier F6. Donc là, ça attaque tout de suite le pion E4. Donc ça pose un problème au blanc. Problème qui est résolu encore une fois par Morozevich d'une façon détournée, puisqu'on pourrait jouer tout le coup tour E1 qui a l'air logique. La théorie, elle indique soit le coup tour E1, soit éventuellement E5. Soit éventuellement poussé, mais c'est surtout le coup tour E1 qui est préféré par les théoriciens. Et bien là, Morozevich, lui, choisit un coup très curieux, Dame A4. Alors ça, c'est un coup qui nous a surpris, Nicolas, quand on a vu la partie. Moi, je connaissais bien, effectivement, tour E1, avec l'idée de faire D4, C prend D, puis les noirs poussent D5, avec l'idée de mettre un cavalier en E4. C'est vrai que Dame A4, je ne connaissais pas du tout. Mais je crois que l'idée, ça doit être de menacer E5 et que le cavalier noir ne puisse pas aller en G4. Je pense que si, par exemple, les noirs roquaient, ils pousseraient et il n'y aurait pas le coup cavalier G4 à cause de la dame. À mon avis, c'est ça l'idée. Et la case D5 serait pas une bonne case pour le ensuite, il y a Dame E4 par exemple. Attaque le cavalier D5, ça peut amener des suites comme ça assez actives. Alors on va voir que tout de suite, Anand rock quand même. Hein. Mais Morozevich ne pousse pas. Non, il ne pousse pas E5. Mais il joue D2, D4. Il joue D2, D4. Alors avec l'idée qui est quand même curieuse, c'est que le pion E4 est attaqué, Nicolas. On voit tout de suite c'est un piège de blitz. Ça doit être un piège puisqu'il doit y avoir le coup D4, D5. Voilà. Qui est ensuite, en cas de prise, alors peut-être on peut montrer cette variante, en cas de prise du pion E4, ici, les blancs joueraient le coup D4, D5, attaque le cavalier C6, et la dame A4 attaque maintenant le cavalier E4, donc il y a une pièce qui va être perdue.
tout simplement. Donc c'était l'idée de Dame A4 en fait, c'était ça. C'était cette piège. possibilité, enfin c'est pas un piège, ça permet de pousser au centre sans perdre de pion. Alors il faut voir quand même si les noirs échangent en D4 d'abord. Alors c'est ce qui se passe. Ah bon. C'est prendre D4, c'est prendre D4. Et là il peut pas prendre en Alors E4 toujours. s'il prend, il va avoir le même problème avec une petite différence. C'est oui, que parce qu'il y a la case C5, il y a le coup. Voilà, il y a le coup D5, attaque le cavalier C6, donc avec le pion, et la dame en A4 attaque le cavalier E4. Les noirs pourraient jouer le coup intermédiaire cavalier C5 qui attaque la dame. Une fois que la dame bouge, on peut bouger le cavalier, mais le coup probablement dame C2 ou dame C4. Non, dame C4, parce que sur dame C2, il y a dame B6, je crois. Il y a peut-être dame B6, alors peut-être dame B4. Dame C4, pardon. Dame C4 ici, une possibilité. Oui, le cavalier C6 tombe ou le cavalier... Voilà, l'un des deux cavaliers tombe, puisque le cavalier C6, faut protéger le cavalier C5, et le cavalier C6 est sous la menace d'un pion. Donc il va y avoir un des deux cavaliers qui tombe, donc c'est sensiblement la même variante. Dame C4 est le coup juste. Voilà, donc finalement, Anand ne tombe pas dans le piège, il est malin, l'Indien. Et par Il joue D7, D6. C'est Anand qui offre un pion maintenant. C'est Anand qui offre un pion, exact. effectivement. Alors il faut commenter ça, puisque le pion C6 est en prise. Le cavalier C6. Le cavalier C6 est en prise. Et après B prend C6 pour reprendre le fou. On va voir la variante, c'est-à-dire que si les blancs essaient de prendre le pion, donc ici, fou prend cavalier, les noirs récupèrent ici, pion prend fou, pardon, et si la dame prend le pion C6, ben, tout simplement, je pense que le coup fou D7, qui attaque la dame, ici, la dame n'a pas de case efficace pour protéger le pion E4. Je suis pas d'accord. Il y a dame C2, mais peut-être il y a tour C8 après qui... Ah oui, peut-être, c'est pas clair. Non, peut-être le coup tout simplement tour B8 Tour B8 tout de suite. au lieu de fou D7. D'accord, alors Nicolas, Plutôt tu proposes... placé. Alors on va voir. Donc il prend le pion. On prend le pion. Alors, attends, voilà, fou C6. Pion prend C6. Donc dame prend C6 et tu proposes le coup tour B8. Oui, pour faire pression sur la colonne. Et puis c'est un vrai gambit, c'est-à-dire que les noirs estiment que tôt ou tard. Là, il menace fou B7 pour reprendre le pion E4. Bon. D'accord, donc en fait, tu penses que c'est plutôt un sacrifice dynamique en fait. Ouais, c'est un gambit. C'est un gambit. C'est vrai que les noirs vont avoir une Il forte aura activité paire de pièces. fou, colonne B, paire de fou. Et il va gagner des temps sur la dame blanche, donc il doit estimer que. Donc on récupère Il pas a le des pion compos- tout de suite, Ouais. c'est pas possible. Je crois Voilà. qu'il peut pas Heureusement que Nicolas est là pour nous sauver. Je pense, hein, mais bon. Non, pas c'est ça. probablement ça. Donc Ça a l'air efficace. après finalement le coup D6, comme on a vu d'Anand finalement, les blancs ne prennent pas en C6, mais jouent le coup cavalier Voilà. en C3, tout simplement. Et on a l'impression d'ailleurs que Anand a mal joué dans les coups précédents parce que visuellement, on voit la position blanche, deux pions magnifiques au centre qui ne sont pas contestés, deux cavaliers sortis, le roc effectué, bon, le fou ici et la dame sur des postes un peu inhabituels mais quand même actifs. On a l'impression que les blancs ont un gros avantage. Oui, on a l'impression que les blancs sont mieux au niveau Mais ça, c'est spatial. déjà. la conception classique du jeu qui dit ça, alors que Mais d'après Ninzovic, en fait, c'est pas si simple, bien ici sûr. le fou, Voilà. le fou G7 contrôle bien le centre à potentiel distance. fort, hein. C'est ce Et, qu'on appelle l'école hypermoderne. Voilà, un peu, oui. Et il faut dire que les noirs ici, On laisse pousser les blancs. Et... on laisse pousser les blancs et les noirs font une bonne pression quand même sur case noire avec le cavalier, le fou et le pion de D6 qui contrôle bien aussi la case de 5. Donc le contrôle des cases noires par les noirs est quand même bon. Non, ça c'est instructif de voir qu'un joueur moderne comme Anand accepte d'avoir les noirs dans une position comme ça. Au premier coup d'œil, on peut avoir l'impression qu'il se fait écraser. Et la suite de la partie, je crois, va... Ouais, va conforter d'ailleurs. Ouais, on va Parce conforter que- cette impression. Ouais. Dans les premiers temps. Ouais. Là, Anand joue fou D7, donc là, logique, encore une fois. Alors là, il fait un développement de type dragon, hein, Nicolas. Il est sur 3 rangées seulement. Ouais. On voit que les pièces noires ne dépassent pas Mais la variante du dragon, la sicilienne, c'est ça. C'est le Voilà, même c'est coup. ça. Alors, mais en revanche, les blancs n'ont pas du tout la même disposition de pièces, notamment le roi est en parfaite sécurité avec le petit roc. Et ils ont deux pions centraux magnifiques. C'est-à-dire, dans la sicilienne, C5 est fait normalement pour prendre un pion central chez les blancs. Mais là, les blancs l'ont toujours leur pion Ouais, central. le pion central D4 n'existe pas dans le dragon, et là, il Voilà. existe. Donc- Mais de l'autre côté, il n'y a pas de colonne ouverte pour les blancs sur le centre. Non, c'est vrai. Du point de vue du jeu des pièces, les blancs n'ont pas amélioré par rapport à une variante normale du dragon. Mais en revanche, au niveau des pions, il semble que les blancs aient un gros avantage. En tout cas, au niveau spatial, on peut Oui, dire. Ils c'est ont plus au niveau de d'espace. l'espace. Ouais. Et là, contrairement à la variante qu'on évoquait, les blancs vont également pouvoir jouer sur la colonne C Oui. autant que les noirs. En tout Autant que cas, non, c'est alors, vrai. en tout cas, on va continuer parce que là, ça tente Morozevich justement de pousser ses pions pour essayer de mettre un peu la pression sur l'adversaire. Et il joue effectivement au 10e coup, le coup D5,
qui tout de suite attaque le cavalier C6, donc pose un problème au noir, et on a l'impression qu'il rentre dans le camp noir. Oui, c'est ça, et puis il veut échanger son fou en B5, qui tapait un peu sur du granit, et puis qui est gêné par son propre pion central en E4. Donc d'un point de vue stratégique, c'est assez logique. On se demande quelle case il reste pour le cavalier. Il ne reste plus que la case B8. Mais tranquille, Anand n'a pas peur de remettre son cavalier sur la case B8. On a l'impression que c'est un aveu de faiblesse, ça, Nicolas, puisqu'on remet son cavalier sur la case initiale. Oui et non, parce que là, la position au coup précédent vient de se fermer. Comme les blancs ont poussé, il y a une sorte de blocage des pions. Donc, dans un jeu fermé... Oui, parce que les blancs auront du mal... Ah, pardon. Il y a eu un petit problème. Voilà, je reviens. Les blancs auront du mal à pousser le coup, ici, E4, 5, puisque les noirs contrôlent très bien cette case de 5. Oui, les noirs ont le temps, finalement, de remettre ce cavalier au centre assez vite, sans dommage. Les blancs vont certainement jouer pour les cases C7, peut-être, et puis les noirs pour la case C5, dans cette position-là. Oui, tout le jeu va se passer sur la colonne ouverte C, effectivement. Alors, la colonne ouverte C, on va la montrer tout de suite. Ici, c'est les cases rouges que je vous montre là. Donc là, les noirs ou les blancs vont essayer probablement d'occuper cette colonne avec une tour. La possession de cette colonne, c'est un enjeu stratégique pour les prochains coups. Alors les blancs finissent leur développement avec le coup fou E3, qui paraît logique. Oui, libère la case C1 pour une tour blanche, justement. Et voilà, cette fameuse case C1, effectivement, est libérée maintenant soit pour la tour A1, soit éventuellement pour l'autre tour F1. L'une ou l'autre tour, c'est l'avantage d'avoir lié les tours, c'est qu'on peut choisir celle qu'on veut mettre. Et là, les noirs, finalement, posent la question maintenant au fou B5, puisqu'ils ont envie de remettre le cavalier B8 en jeu, peut-être. Ils jouent le coup A7, A6, et les blancs n'ont pas trop le choix, puisque s'ils sortent le fou, c'est la dame qui est en prise. Donc ils sont obligés de prendre en D7, et ça va réactiver le cavalier B8. Oh, ils auraient pu encore laisser pendant un coup le fou en prise, mais c'est un peu idiot, parce que le pion A6 est cloué. Mais... Le pion A6, effectivement, ne peut pas prendre tout de suite en B5, puisque la tour A8 serait en prise par la dame. Donc c'est pas vraiment une menace. Mais c'est vrai que les blancs pourraient garder la pression comme ça. Mais ils se poseraient des problèmes à eux-mêmes en fait, en laissant ce fou en prise. Peut-être que les noirs prendraient avec le fou et après la reprise du cavalier, les noirs sortiraient leur cavalier B8 et le cavalier B5 serait en prise. C'est possible. Il y aurait aussi le coup cavalier prend E4 là, qui gagne. Le cavalier prend E4 qui a l'air embêtant. Un pion, tout à fait, effectivement. Donc ils échangent en D7, les fous, ça c'est Donc naturel. fou prend D7, cavalier B prend D7. Et maintenant... Morozevich choisit le coup Dame B3, qui n'a pas l'air de faire grand-chose pour le développement, hein, Nicolas, ce coup. Non, ça laisse la place au pion A2. Je pense qu'il veut jouer A2, A4 pour gagner de l'espace. Ah voilà, l'idée, probablement, de jouer A2, A4. Pour contrer en fait le B7, B5 des noirs, oui, ça puis pour jouer peut-être lui-même A4, A5 pour gagner de l'espace à la dame, fixer les noirs. Fixer ses pions noirs ici. Et ensuite faire des manœuvres du style cavalier A4, cavalier B6 si les noirs ne font rien. Donc voilà l'idée de ce replacement de dame. Mais c'est les noirs qui jouent maintenant dame A5 eux-mêmes, avec l'idée qu'effectivement, si les blancs prennent le pion B7, tout simplement on jouerait tour A8 sur la case B8, attaquant la dame, et ensuite on viendrait prendre le pion B2. Donc on récupérerait le pion avec une tour excellemment placée dans le camp ennemi. Oui, il y aurait peut-être une nulle, déjà il y aurait nulle par répétition de coups, je crois aussi. Sur dame prend, les noirs pourraient imposer la nulle par tour F8, B8, dame C6, tour C8. Tour B8 et... Dans cette position-là, Nicolas, est-ce que ce ne serait pas justement l'intérêt des noirs de continuer, puisqu'ils auraient une tour installée sur la deuxième colonne blanche, oui, aussi, une deuxième rangée blanche, sûr, un fou G7 qui deviendrait monstrueux. C'est vrai, les noirs seraient mieux. Les noirs seraient sûrement un peu mieux. Donc là, les blancs continuent avec un coup qui est fou D4, qui centralise bien le fou. Alors c'est intéressant, ce fou a l'air de bien rayonner, puisqu'il contrecarre un peu l'action du fou G7. Hein, donc il s'oppose à lui. Et il rayonne des deux côtés, à la fois du côté dame et du côté roi. Finalement, ça a l'air d'être un coup intéressant. Positionnel peut-être. Oui, je crois que les affaires des blancs ne vont pas si bien que ça. C'est pour ça qu'il a joué ça. Parce que le coup normal, c'est de mettre une tour en C1, mais il a dû craindre quelque chose. Peut-être le coup, je ne sais pas ce qu'il a craint. Enfin, fou D4 est un peu bizarre parce que ça menace rien. C'est un coup qui a l'air d'être craintif, de révéler que les blancs craignent quelque chose. Comme tu disais tout à l'heure, le problème c'est que les blancs ont fermé la position en jouant D4, D5 et ils ont fixé leur chaîne de pions et peut-être il faut quand même jouer avec les pièces. Je crois voir l'idée quand même. L'idée c'est sans doute peut-être de menacer maintenant de prendre le pion B7
Et si la tour noire ensuite vient prendre le pion en B2, il y a le fou D4 qui peut créer qui permettrait peut-être de faire quelque chose. Oui. C'est un coup prophylactique. Oui, non, mais ça menace peut-être le pion B7 alors, à effectivement, cause de possibilités tactiques. Je sais pas. Je pense que c'est une bonne idée, Nicolas, puisque Anand a joué le coup B7, B5. Donc c'est peut-être en prévision de ce que tu viens de dire. Il a peut-être anticipé cette possibilité. C'est vrai que voir, si les noirs veulent jouer sur la colonne C, B5 est logique. En tout cas, là, il y a tout de suite une menace du côté noir, puisque la menace c'est B5, B4, qui attaque le cavalier C3, et le pion E4 serait en prise par le cavalier F6. Puis ça affaiblit la case C4 aussi dans le camp blanc. Un cavalier pourrait venir s'installer rapidement sur cette case. Ouais, cette case ici. Soutenu par une tour éventuellement en C8. Ouais, ça peut être un avant-poste possible sur la colonne ouverte. Mais c'est marrant, pour l'instant, cette colonne ouverte, personne ne veut l'occuper. Alors il y a un inconvénient quand même au coup B5, c'est que ça affaiblit la case C6. Voilà, cette case ici, effectivement. Et que si le cavalier F3 par exemple vient à D4, il peut ensuite aller à C6. Voilà, cette case ici est affaiblie, donc effectivement si on est le blanc arrivé à mettre un cavalier sur cette case C6 qui est pointée en vert, voilà, il y a une seule case verte maintenant sur l'échiquier. Cette case C6 ici serait une belle place pour un cavalier, effectivement. Bon, alors, en tout cas, on peut noter qu'il y a une menace noire tout de suite, donc c'est de pousser B5, B4, le cavalier C3 est attaqué, est obligé de bouger, et le pion E4 est en prise. Donc ça explique le coup suivant de Morozevich qui joue tour F en E1, protégeant ainsi cette case, ce pion E4, tout simplement, avec la tour. Mais pour l'instant, toujours pas d'action sur cette fameuse colonne ouverte, où il n'y a pas de pion, où il faut absolument mettre une tour. Mais on va le voir que ça y est, les noirs vont s'y mettre, puisqu'ils jouent au coup suivant, le coup tour F en C8, la tour du côté roi. Alors pourquoi cette tour, Nicolas? C'est toujours un problème de savoir quelle tour il faut mettre. Eh bien parce que la tour en A8, elle reste active, comme le jeu est ouvert sur l'aile dame, elle a quand même une action où elle est, alors que si la tour était restée en F8, eh bien elle n'aurait aucune action en F8. Ouais, elle serait... Celle qui n'a pas bougé, donc ici il y a de l'action. Les deux tours noires ont comme ça, sont dans un secteur qui est un peu chaud. Qui est un peu chaud, ouais. Tout à fait. Alors coup suivant maintenant de Morozevich, il veut empêcher le coup B5, B4, il joue le coup A2, A3. Mais Keller, un coup sans idée, quoi. On a l'impression qu'il manque d'idées, là, Morozevich. En fait, non, l'idée du coup A2, A3, c'est de libérer la case A2 pour le cavalier blanc. Je pense qu'il envisage la manœuvre cavalier A2. Pour le mettre finalement en C6. Voilà. Cavalier A2 suivi de cavalier B4 et cavalier C6. Et cavalier C6, voilà, une possibilité d'idée. Donc plus que pour empêcher B5, B4. Alors. Oui. Donc voilà l'idée de... Parce qu'en fait, B5, B4, au coup précédent, les noirs pouvaient le faire. Et Morozevich avait prévu de jouer cavalier A4, certainement, avec le contrôle de la case B6. Et ça aurait montré aux noirs que B4 n'est pas terrible. Alors il a joué tour E1 pour laisser les noirs pousser B4, mais les noirs ont décidé que c'était sans doute un affaiblissement. Ouais. C'est très intéressant cette partie, puisque en poussant le pion en D5, on a l'impression que les blancs ont donné pas mal de cases noires, mais en même temps ils s'en donnent eux, puisque là on voit un trou en C6. Ça c'est les noirs qui l'ont permis, puisqu'ils ont joué eux-mêmes B7, B5. C'est vrai aussi. Hein. Donc les noirs l'ont fait sciemment, de donner cette case. Mais effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Alors on va voir tout de suite la suite. Alors tour à B8, effectivement, l'intérêt qu'on voyait tout à l'heure, c'est que maintenant cette tour A8 peut venir sur la case B8 pendant que la tour C8 reste sur son poste et continue d'avoir une action sur la colonne. Et là, cette tour soutient le pion B5 qui peut maintenant menacer éventuellement de s'avancer peut-être plus tard. En tout cas, elle est plus active ici que nulle part ailleurs sur la 8e rangée. C'est sûr. Alors maintenant, la manœuvre citée par Nicolas, effectivement, cavalier A2, avec l'idée de mettre sur cavalier sur la case B4, et ensuite de venir sur cette case C6 protégée par le pion D5, un cavalier qui ferait une pression à la fois sur la tour B8 et le pion E7, et même sur la dame A5, ce serait un cavalier très très fort. Si on jouait aux échecs marseillais où on a le droit à 2 coups de suite, cavalier A2 en C6, brusquement ça gagne. Cavalier A2 en C6, c'est les échecs marseillais. Ça gagnerait la partie tout de suite. Donc c'est une manœuvre intéressante de Morozevich. Alors Anand contrecarre cette manœuvre tout de suite avec le coup cavalier en C5 qui crée une menace. Tout simplement, ça attaque la dame B3 et ça attaque aussi le pion E4 qui est maintenant sous le prise du cavalier F6 et du cavalier C5. Oui, donc le dernier coup de Morozevich est assez responsable parce que ça laisse faire ce coup cavalier C5 qui laisse pas de choix aux blancs. Les blancs doivent prendre ce cavalier. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas jouer un coup comme par exemple dame en E3 qui a l'air de non, contrôler... ça laisse le pion central en prise. Le pion central sera en prise, effectivement. Donc pour ne pas perdre un pion, les blancs sont maintenant obligés de donner un fou qui a l'air
assez puissant. Et puis, en plus, après cet échange, les noirs ont le choix de reprendre soit avec la tour, soit avec le pion D6. Alors on voit tout de suite effectivement que les blancs prennent, donc ils sont obligés. Et là, Anand choisit de prendre avec le pion. Alors c'est très risqué. C'est très risqué, oui. Parce que ça laisse les pions blancs centraux s'avancer. Voilà, ça libère tout de suite les pions. Ils étaient bloqués. Maintenant, on voit que le pion E4 peut avancer en E5. Il est plus gêné par le pion D6. Et ces deux pions peuvent s'avérer très forts et créer un pion passé. Mais de l'autre côté, les noirs ont aussi un pion C5 qui est très fort aussi, puisqu'il est maintenant soutenu par la tour C8. Et que protégé par ses collègues à côté, il peut aussi créer un pion passé contre les deux pions blancs. Oui, puis alors l'avantage d'avoir repris avec le pion, c'est que ça rend la manœuvre du cavalier blanc à 2 ridicule. Voilà, ce cavalier ne peut plus aller sur la case B4 puisqu'il y a le pion C5. Donc les blancs vont devoir perdre du temps pour recycler vers le centre ce cavalier. Donc Anand prend des risques en laissant pousser les pions centraux blancs, mais en même temps, il y a des avantages au coup qu'il a fait, bien sûr. On va voir laquelle des deux majorités va se révéler la plus Voilà, c'est ça. efficace. Effectivement, il y a deux majorités, comme tu dis, Nicolas. Et donc, il y a une majorité blanche au centre et une majorité noire sur l'aile dame, mais qui a l'air forte parce que les deux tours sont déjà en action. Et puis les pions sont déjà pas mal avancés. Et les pions sont pas mal avancés. Alors, Morozevich met en branle sa majorité tout de suite avec le coup E4-5, attaquant le cavalier F6. Anand sort le cavalier de l'attaque et le met sur la case D7 où il a l'air d'essayer de bloquer un petit peu ces pions qui avancent. Il n'avait pas trop le choix. S'il venait sur la case G4, il y avait le coup H3 qui le repoussait immédiatement. Ouais, le coup H3 ici qui pouvait le repousser. Il aurait été obligé d'aller sur la case H6 où il aurait été penaud. Voilà, il restait la case E8 qui est vraiment triste. Donc c'est la case la plus active finalement. La plus active. Mais en même temps, elle est exposée au coup du pion blanc là, qui va encore s'avancer, je crois. Eh bien, exactement, c'est le coup qu'a choisi Morozevich avec E6. Anand devait être quand même très en confiance pour entrer dans une variante aussi tendue que celle-ci. Oui, parce que là, ça affaiblit son roc maintenant. Morozevich choisit l'attaque à tout va. Il faut qu'Anand ait bien pesé le pour et le contre stratégiquement, puisque là, il va prendre ce qu'on appelle une grosse attaque. Surtout contre un joueur comme Morozevich qui est très tactique. Oui, il aime bien se défendre dans les positions aiguës, Anand, j'ai déjà remarqué. Contre Adams, dans leur match de finale des Challengers du championnat du monde, il y a eu un départage en partie de 25 minutes, très très long, parce qu'ils n'arrivaient pas. Il y a eu plein de nuls, mais parmi les nuls, justement, il y a eu beaucoup de parties comme ça. Adams, les blancs qui attaquent, Anand qui se défend. Et qui ne craque pas, et qui trouve tous les bons coups de défense, et qui prend le matériel quand on sacrifie. Et il est très bon défenseur. C'est le signe d'un très grand champion. Ouais. Il n'a pas peur de se défendre et d'avoir son roi un peu dans les courants d'air. Donc là, il prend finalement le pion E6, donc ça affaiblit un petit peu le roi noir, et c'est là qu'on va voir maintenant que Morozevich va tout balancer au niveau de l'attaque, puisqu'il va essayer d'activer au maximum ses pièces pour jouer contre le roi noir, sachant que ce roi noir maintenant est un petit peu isolé effectivement. Il n'y a plus que deux pions devant lui pour le protéger, puisque ce pion maintenant F7 a disparu. Et il y a des cases de pénétration pour les cavaliers. La case G5 qui est intéressante, c'est une case qui va pouvoir attaquer les cases E6, F7. La dame B3, ici, qui contrôle une diagonale qui peut être très dangereuse aussi. Oui, mais qui va se faire immédiatement bloquer comme la diagonale par le coup du pion. Voilà, c'est-à-dire que les noirs ont des contre-menaces possibles pour bloquer la diagonale ici. En tout cas, on va voir comment ça se passe. Ça va être très difficile à commenter parce que c'est très tactique maintenant. Hein, c'est très difficile à tout voir. Alors, c'est très tendu. Morozevich choisit de ne pas reprendre en E6, mais finalement de sacrifier en jouant le coup cavalier G5, finalement, effectivement. Ouais, c'est une manœuvre d'attaque classique. En poussant E6, et après la prise par les noirs du pion, il a conquis la case E6 pour une pièce, en fait, avec les blancs. Exactement, elle est plus contrôlée par le pion F7. Voilà. Il n'y a plus le pion F7 pour le contrôler, donc cette case est faible. Et s'il met un cavalier là, il sera très fort ce cavalier, puisqu'il contrôlera des cases tout près du roi noir. Oui, il y a aussi la tour qui peut passer par là, le pion, enfin il y a beaucoup de choix dans l'attaque. On retrouve un peu ce thème dans certaines pirques. Oui, absolument, il y a une grande variante dans la pirque avec cette manœuvre d'attaque. Alors là, Anand choisit le coup cavalier F8, donc c'est peut-être son idée qu'il avait vue sur cavalier D7. Ce cavalier est excellemment placé, je crois qu'on le dit aussi souvent, Nicolas, dans les livres d'échecs. Un cavalier à côté du roi, comme ça, est un très bon défenseur. Oui, absolument. C'est l'ami du roi, on dit, le cavalier. Oui. Et autant qu'on dit aussi cavalier et dame sont deux pièces d'attaque très fortes. Oui, absolument, contre un roi. Oui. Donc le cavalier est l'ami des monarques, finalement. Oui, c'est-à-dire que dame et cavalier, dame fait tour plus fou,
avec la force du cavalier à côté de la dame, on peut prendre toutes les cases quasiment autour. C'est très fort. On a les cases sur la diagonale, sur les traverses, et plus les cases du cavalier, donc on contrôle tout. Un gros carré, on contrôle un gros carré. On contrôle vraiment tout ce qui est dans le secteur. Le couple dame plus cavalier est plus fort que le couple dame fou. Oui, parce que le couple dame fou, il joue quelquefois le même rôle, la dame et le fou, puisqu'ils peuvent contrôler les mêmes cases. Ils sont très complémentaires. Alors que dame et cavalier sont plus complémentaires. Alors voyons la suite maintenant, parce qu'il faut avancer, sinon on va pas arriver à finir cette partie. Parce que le temps avance, je vois. Alors cavalier C3, le cavalier finalement revient maintenant, que Morozevich avait menacé cette manœuvre de cavalier. Maintenant, il remet, c'est très important Nicolas, quand on fait une attaque, comme ça, de recycler ses pièces. Oui, absolument, mais on peut se demander pourquoi est-ce qu'il n'a pas joué plutôt un coup comme dame F3. Non, ça ne menaçait pas suffisamment. Ouais, mais disons qu'avec le cavalier F8, pour l'instant, qui protège bien, il faut amener plus de pièces à l'attaque. Donc c'est une bonne manœuvre de Morozevich. Finalement, de ramener ce cavalier E2 qui ne jouait plus. Il ne jouait plus finalement. Depuis que les Noirs ont mis leur fameux pion en C5 mais ce qui me et gêne que la manœuvre était pas cavalier blanc, ce qui me gêne, c'est qu'il bouche l'accès de la dame sur la troisième rangée. Effectivement, on va voir qu'il va réussir à réactiver tout ça. Les Noirs jouent le coup B5, B4 eux-mêmes. Et là, hop, tout de suite, Morozevich ne prend pas en B4, mais joue le coup cavalier en E4, amenant maintenant une deuxième pièce à l'attaque. Ce cavalier maintenant en E4 est aussi très bien passé pour contrôler des cases, pour l'instant qui sont contrôlées quand même bien par le pion E7. Hein. Je crois qu'il n'a plus trop le choix non plus, puisque la majorité noire est en train de s'enfoncer. Là, il faut faire un jeu de pièces. Il faut amener toutes les pièces à attaque. Oui, notez que s'il avait pris pion prend pion à B4, la dame noire arrivait, proposait un échange de dames, et ça faisait jouer la tour noire, etc. Toutes les pièces noires avaient de l'activité. Alors qu'avec cavalier E4, il évite que les pièces noires ne se déchaînent trop vite. Alors là, on va avoir deux coups. Alors un coup H6 de Anand, alors qui donc attaque maintenant le cavalier G5. Ouais, c'est un peu surprenant parce qu'on pouvait avoir l'impression qu'il pouvait prendre à A3. Oui, c'est vrai. Mais peut-être ce qu'avait prévu Morozevich, c'est maintenant dame peut-être F3, d'amener la dame sur la case F3 en menaçant un échec qui pourrait être très embêtant sur la case F7. Oui, parce que et des menaces possibles. Tout à l'heure, il y avait une défense avec fou F6 pour masquer la. Maintenant, il n'y a plus, puisqu'il y avait cavalier prend F6 suivi de dame prend F6. Ouais. Ouais, effectivement. C'est la raison pour laquelle il joue pas pion prend A3. La dame blanche menace de venir à F3. Ouais. Donc il joue H6. Mais là, il joue Morozevich maintenant il attaque le cavalier né blanc. Voilà, exactement. Mais Morozevich ne fait pas attention à ce coup et joue le coup D6. Alors D6, là ça c'est un coup... Sacrifice de cavalier. Ah ouais, c'est un sacrifice de cavalier. C'est beau. Le cavalier ici en G5 est en prise. Alors l'avantage de ce coup, c'est que ça libère tout de suite la diagonale de la dame. Voilà. Par contre, on va mal l'idée tout de suite parce que le pion E6 est bien protégé par le cavalier F8. Donc pour l'instant, la dame ne peut pas prendre ce pion. La menace par contre des blancs, c'est de prendre en E6 avec le cavalier. Mais on a l'impression que les noirs pourraient prendre en G5. Oui, mais peut-être que le pion blanc va continuer son odyssée. Exactement. Alors peut-être je vais enlever un peu les flèches. Et alors si les noirs prennent sur la case G5, ici le cavalier, peut-être le coup des blancs serait pion prend E7, menace pion prend F8 dame, récupérant la pièce avec un roi noir qui serait complètement aux fraises. Et si le cavalier bleu bouge à ce alors là, il faudrait bouger le cavalier par exemple sur la case D7, là, c'est pas ou H7. H7, ouais, voilà, dame prend E6 échec. Et maintenant, dame prend E6 échec, avec un pion E7 qui est énorme. Attaque monstrueuse, suivi de cavalier D6. Ouais, le roi serait obligé d'aller sur la case H8. Cavalier D6 avec une faiblesse en F7 qui est horrible. Et la cavalier D6 qui menace de mat à l'étouffer très forte. Et surtout, menace aussi de faire dame. Ouais, de faire dame. La menace de faire dame du pion. Donc ça serait très fort. Ça serait très fort. Donc voilà l'idée de Morozevich, qui est quand même une belle idée. Qui prend toutes ses chances en fait dans la semi-rapide, parce que ça doit être très 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 difficile à tout calculer. Ouais, puis on a envie de le prendre ce cavalier quand même, on a envie de le prendre. Moi, je l'aurais pris, je pense. Rien que pour voir. Rien que pour voir, mais je crois que tu aurais vite vu que c'était très dangereux. Et là, alors, Anand choisit un coup beaucoup plus sage. Effectivement, il prend pas, mais il pousse le pion en C4 ici. Ah et oui, il bouche la dame. La dame, ça y est, ne contrôle plus. Ça y est, elle est bloquée sur cette diagonale. Et si elle vient en F3, il veut jouer dame F5, c'est ça? C'est ça son idée de défense? Probablement, effectivement. Si les blancs jouent la dame sur la case F3, les noirs pourraient jouer eux-mêmes leur dame A5 sur la case F5. Voilà. C'est l'avantage de ce coup aussi, BSM 4, c'est que ça libère la traverse pour la dame noire. Ah oui, la dame noire peut revenir en défense. Une défense qui a l'air très forte parce que la dame noire contrôle beaucoup de cases importantes sur la 5e rangée. Alors là, Morozevich choisit le coup dame H3, qui est intéressant aussi, puisque toujours pareil, sur la prise du cavalier B5, du cavalier G5, pardon, on jouerait le coup pion prend E7. Et on se retrouve dans la même variante. Et on se retrouve dans la même variante, puisque la dame H3 contrôle maintenant la case E6. Si le cavalier bouge, on récupère E6 avec échec. Et donc avec une grosse attaque.
À la différence que les noirs pourraient rendre la pièce de plus en jouant dame F5 pour faire une finale pas claire. Effectivement. Alors, Anand choisit, lui, de prendre le pion D6. Et oui, après tout, il n'y a pas trop de menaces, donc... Oui, parce que son roi, finalement, tant que ses pions restent bien sages ici, le roi, ben, finalement, il a quand même de l'espace pour se protéger. Donc, il ne risque pas encore grand-chose. Mais alors, les cavaliers blancs, maintenant, peuvent choisir le pion qu'ils vont capturer, soit E6, soit D6. Effectivement, le cavalier ici, E4, peut prendre D6, mais ça laisserait le cavalier G5 en prise. Oui. Ou le cavalier G5 peut prendre E6 pour récupérer un pion. Ouais, ce qui est plus offensif de prendre à E6. Ça a l'air plus offensif. Pour l'attaque contre le roi, c'est mieux. Oui. Et c'est ce qu'a choisi effectivement Morozevich. Cavalier prend E6. Alors peut-être avec une menace positionnelle, entre guillemets, si on peut dire, parce que c'est très, très tactique, c'est d'échanger soit le cavalier F8, c'est un défenseur du roi, soit le cavalier F8, soit éventuellement même le fou G7. Oui, il continue de viser le roi, c'est sûr. Dans son style, Morozevich. Il aime bien attaquer exactement. le roi. Alors, Anand, lui, ne s'embarrasse pas, il a tout calculé, on a l'impression. C'est de l'impression qu'il donne. Il prend le pion B2, et là, il se crée tout de suite. Et il n'a vraiment pas peur. Hein. Il n'a pas peur, de l'attaque, alors, parce qu'il y a quand même la dame qui attaque, le cavalier E6 qui contrôle des cases dangereuses, et le cavalier E4 qui contrôle aussi la case F6 qui peut s'avérer très dangereuse si le fou G7 se faisait échanger. Par contre, ce que vient de faire Anand aussi, d'abord, il vient d'enlever le fou G7 de l'échange possible, mais il vient de se créer des pions gagnants. Des pions gagnants. En cas d'échange. Oui. C'est-à-dire que là, on est sûr que l'un ou l'autre va gagner. Soit l'attaque des blancs passe, soit c'est carrément les noirs qui font dame. Mais quand même, on a l'impression qu'il y a des trous partout maintenant. Il vient aller croquer le pion qui est en B2, c'est quand même... Mais surtout qu'on voit que le pion, c'est surtout le pion H6. Il fait confiance à son fou. En fait, le fou est loin sur l'aile dame, mais il contrôle des cases près de son roi quand même. Il protège le roi noir. Oui, l'avantage du fou, c'est que ça contrôle la distance. Ouais, tout à fait. Mais il a laissé le pion H6 en prise et Morozevich s'empresse de prendre ce pion H6. On a l'impression, ça y est. Il donne le cavalier. Encore une fois, on ne comprend pas pourquoi il donne ce cavalier. Alors effectivement, il y a effectivement le cavalier E6 qui est en prise. Alors qu'est-ce qui se passerait sur... Mais tout simplement, hein, je crois qu'on a calculé ça tout à l'heure, Nicolas. On va le voir tout de suite. Voilà ce qu'a calculé Morozevich. Si les noirs prennent le cavalier E6, qui a l'air bon, tout simplement, dame prend G6 avec échec. Cavalier couvre, mettons. Le cavalier est obligé de revenir, sinon les blancs récupèrent le cavalier. Avec un roi qui serait complètement à l'air et une attaque probablement gagnante. Cavalier G7 forcé. Cavalier G5, et maintenant cavalier G5, menace imparable pour les blancs. Je sais pas, il y a dame F5, non? Il y a peut-être dame F5. Effectivement, dame F5, un coup qu'on n'avait peut-être pas envisagé, Nicolas, dame F5 qui a l'air de protéger. Et pourtant, il doit bien y avoir quelque chose dans cette position. Oui, alors c'est peut-être pas cavalier G5. Alors on pensait à cavalier G5, mais c'est peut-être pas le coup. Peut-être cavalier prend D6. Peut-être cavalier prend D6, effectivement. Cavalier prend D6. Je sais pas. C'est possible, ça attaque. Non, ça fait pas. Mais ça n'a pas l'air de. Ça a pas l'air de. Des menaces assez fortes. Non, ça fait pas des menaces assez fortes. Peut-être la menace dans ce cas-là, pour être tour recette, peut-être, Nicolas. Il peut faire fou prend tour à 1 là, sans qu'on voit vraiment l'inconvénient. On va revenir peut-être le coup d'avant. On va revenir le coup d'avant, oui, tout à fait. Non, la dame, c'est pas ça. Hein. Il y a peut-être des variantes d'échec perpétuel dans lesquelles elle ne désire pas entrer. Non, c'était... Voilà, c'est ça. S'il avait joué cavalier prend cavalier, donc il faudrait revenir sur ce coup-là. Oui, cavalier prend cavalier. Non, mais c'est déjà dans la ligne indiquée. Tout à fait. Alors là, bon, dame prend pion échec, ça semble normal. Peut-être cavalier prend D6, tout simplement. Je crois pas, ça ça attaque le cavalier E6 quand même avec la tour. Et on fait cavalier G7. Ah oui, à ce moment-là, tour... Oh, quoi que non. Ouais, c'est un de ces coups-là, bien sûr. Alors il suffit de... Il peut peut-être jouer aussi... Alors l'ordinateur propose le coup dame prend G6. En tout cas, c'est ce que donne l'ordinateur, mais avec quand même un gros avantage noir. Un gros avantage noir. Un gros avantage noir. Donc ça serait du bluff. Ça serait du bluff. Mais alors aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est en partie rapide. Ah oui, il y a ça. Et peut-être, facteur très important. Les joueurs sont probablement en fin de temps. Ouais, il faut savoir intimider l'adversaire par un sacrifice. Exactement. C'est-à-dire que là, on ne voit pas de solution, mais l'ordinateur non plus. Donc on peut supposer qu'effectivement, il n'y en a pas. Alors nous, on avait pensé à une ligne, mais qui ne s'avère pas bonne. Peut-être qu'Anand aussi a vu cette ligne-là, puis on a trouvé une plus sûre ou moins Oui, risquée, il a voulu prendre moins de risques, peut-être, parce qu'il n'était pas sûr peut-être de lui. Peut-être c'est possible aussi.
Oui, puis il est échaudé déjà par plusieurs défaites contre Morozevich dans ce genre de partie. Oui. Je parlais du Gambit du Roi tout à l'heure, il n'a pas envie de revenir se faire dedans. massacrer une nouvelle fois. En tout cas, donc c'était un coup possible, probablement cavalier prend cavalier aussi, s'il n'y a pas a priori de réfutation claire. Et en tout cas, l'ordinateur le confirme. 5, très joli coup, Nicolas. Il y a peut-être, si je viens de voir une idée, Je crois qu'on est à moins de 3. C'est cavalier F6 échec sur Cavalier cavalier F6. prend, et tour prend E6 le coup d'après, peut-être. Avec, on jouerait dame F5 aussi, Ouais, dame ouais. H5, Ouais, c'est pas dame sûr. F5, Ouais, et ça exact, protégerait c'est tout. vrai, Quoi. ouais. Alors dame prend H6, maintenant dame H5, de la part des noirs, protection, ça y est, ça c'est un coup qui est joli souvent, Nicolas, qu'on ne voit pas. On le dit souvent, les coups On transversaux. voit pas les traverses. Voilà, les traverses. Et ça, c'est un très joli coup de défense. La dame, qui était complètement de l'autre côté de l'échiquier, revient à la défense de son roi, qui est un peu esselé. Oui, puis s'il y a échange des dames, on a dit tout à l'heure, les pions noirs, ils gagnent. Oui, Donc, c'est peut-être ça. C'est que ce que se dit à Nantes, c'est que je suis tellement gagnant que tous les coups gagnent. Voilà. Et finalement. Il ne faut pas prendre de forcer risque la avec chance. un roi trop Voilà. menacé. Donc l'attaque de Morozevich s'avère pas suffisamment forte, malgré la menace que ça représentait. On a vu qu'on aurait pu trébucher plusieurs fois. Alors, C'est ça, c'est... La partie est quand même pas terminée. La partie n'est pas terminée. Morozevich joue encore le coup dame 3, mais on voit que ça y est qu'il est repoussé quand même. Hein. Après le coup dame 3, il est quand même bien repoussé. C'est vrai, c'est vrai. Alors il prend là le cavalier, non? Il le prend, ça y est. Anand finit par le prendre, donc finalement. Le cavalier F6 échec, qu'est-ce qu'il joue? Alors maintenant, Ah non. il joue cavalier prendre D6. C'est un petit peu la vente qu'on disait tout à l'heure, avec un coup de moins, le coup dame H5 et le coup dame 3. Peut-être cavalier F6 échec, c'était intéressant, non? Oui, mais il y a fou prend. Fou Ouais, prend. dame prend échec. Ouais, dame F5. Ah oui, roi G7. Tout simplement. Roi G7, dame D7 échec, tu vois, il y a une série d'échecs. Une série d'échecs, mais ça va peut-être Ouais, pas loin ça va après pas le roi loin. H6. C'est vrai, ça va pas loin, voilà, ça exact. va pas très loin. Alors maintenant, après cavalier prend D6, Anand choisit de remettre son cavalier à côté du roi. On sait que c'est d'abord C'est il l'ami du roi. est attaqué, voilà, c'est l'ami du roi. Il revient voir son copain. Une fois qu'il, en fait, il a fait le marché. Oui, il donne volontiers sa tour, parce que ce qui est important, c'est les pions noirs. Voilà, là. ces pions C3, noirs qui sont trop forts. C4 et B4, là, c'est les pions qui Et vont surtout aller à ce dame. pion C4 qui menace d'aller effectivement à dame sans opposant. Alors maintenant, Morozevich choisit de jouer tour à D1. Il continue le bluff un petit peu de l'attaque. Il essaie de ramener des pièces à l'attaque. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il n'a pas grand-chose. Il faut qu'il joue le tout pour le tout. Là, B prend A3. Ça y est, alors Anand a carrément... Ah, ça y est, a trop de pions gagnants, quoi. Hein. C'est sûr que là, ces pions vont à dame. Et si Morozevich ne trouve pas un mat, c'est terminé, quoi. Oui, on voit d'ailleurs pas d'échec au roi noir que puisse faire Morozevich. On a l'impression que c'est terminé l'attaque contre le roi de Morozevich. Avec la dame qui défend assez bien, le fou qui défend de loin, le cavalier. On voit pas trop comment les blancs vont Ouais, continuer. le fou qui protège bien son camp. La dame qui protège bien aussi Je crois d'ailleurs que ça va les aller- cases autour du roi. ça va aller très vite à partir de. Toutes ces cases sont safe, quoi. Donc le roi il risque pas grand-chose, quoi, dans son coin. Alors il y a dame E7 peut-être pour aller faire échec en F7 ou Alors il choisit F4. dame F4. Voilà, Ouais, dame ouais. F4 qui menace, si on peut dire, un échec en F7, mais qui ne, encore une fois, qui prête pas à conséquence, puisque après les cases noires sont protégées. Donc après que le roi va sur la case H8, il est tranquille. Alors il faut qu'on finisse parce qu'il ne nous reste plus que, c'est très peu de temps, il reste 2 minutes. Donc après tour C7 du côté noir. Pour défendre et en même temps soustraire la tour à l'attaque du cavalier. Exactement, cette tour protège excellemment toute la rangée. Donc on voit que Anand est tranquille, quoi. Il a vraiment tous les atouts de son côté. Et maintenant, il a toutes les pièces qui défendent parfaitement son roi. Donc Morozevich continue, essaie de tenter d'intimider, de bousculer l'adversaire par un coup de pion qui attaque la dame adverse avec le coup G4. Anand remet sa dame en défense. On voit que toutes les pièces sont très très bien mises en défense. Je crois que là, c'est du béton, hein, la position d'Anand. Ce qu'il faut remarquer, c'est la force du fou qui défend de loin son roi. Je crois Ouais, que toujours serait, pareil. Ouais. ce serait une leçon de défense À distance. éloignée, à Ouais, distance. ouais, exactement. Là, Morozevich choisit jouer le coup cavalier E8, là, qui crée Attaque la tour. une petite menace sur la tour C7. Mais Anand, seul est égal, il sait très bien que cette tour n'a aucune importance. C'est la dernière pièce d'attaque des Blancs, finalement, parce que Attention, les deux parce tours que n'arriveront pas à faire grand-chose. La menace, c'est peut-être aussi de pouvoir aller en F6 et enfin d'échanger le fou G7. Oui, mais il restera toujours le cavalier F8 qui protégera très bien le roi, l'ami du roi, toujours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il faut terminer avec tour D2 de la part de Morozevich. Et après dame F7, ça y est, Morozevich abandonne. Il arrête là les frais. Il voit que les noirs sont trop bien défendus. Et il sait que maintenant, le prochain coup des noirs, ça sera probablement d'avancer soit le pion A2 d'ailleurs, Le pion A2 me semble très ou soit très le bien. pion C4, qui vont donc aller à dame, soutenus par leur tour, qui sont très bien placés. Donc là, c'est une leçon de sang-froid, je Ouais. crois, Vraiment, ouais. d'Anand, quoi. Une défense extraordinaire.
À quelques moments, on a l'impression que le Roi Noir est très mal. Et puis... On n'a pas le temps de finir, je crois, Nicolas. Dans la minute qui nous reste, on peut peut-être parler du match qui a eu la simultanée entre Kasparov et Sting. Oui, alors Kasparov a joué contre Sting à New York, effectivement, le chanteur, contre le band de Sting. Contre 30 personnes. 30 personnes, à peu près. Donc ça c'est bien que ça s'est passé à New York. Je crois que ça fait beaucoup de bruit, c'est passé sur CNN. Ouais, C'était très il a battu médiatique, tous les trompettistes, il a battu les batteurs. Il a battu tout le monde. Alors, il a laissé qu'une nulle. Qu'une nulle. Donc on finit sur cette bonne note de Kasparov contre Sting. Voilà, je crois qu'on a passé une belle partie. Je crois que c'était intéressant de la commenter. Merci. Très belle leçon de défense. Merci à Nantes pour cette partie. Merci à vous deux et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Diagonale.